Bonjour, nous sommes le jeudi 29 janvier. Merci de nous retrouver dans Fil Éco, l'émission qui revient sur votre actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Le groupe international Safran s'installe à Châteaufort. L'inauguration de la Safrantech a eu lieu mardi. Nous vous ferons découvrir ce lieu destiné à la recherche et l'innovation. Connaissez-vous les imprimantes 3D? Cette technologie n'est plus limitée à certains privilégiés. Il est maintenant possible d'en acheter dans les Yvelines. Nous vous ferons découvrir une société qui s'est spécialisée dans l'impression 3D. Ils ont manifesté, ils ont protesté. Les notaires sont en colère contre la loi Macron et notamment contre la réforme des professions réglementées. Alors que la loi est en ce moment examinée par l'Assemblée nationale, leurs revendications s'intensifient. Et la colère des notaires, ce sera justement le sujet de notre entretien. Pour cela, nous sommes avec Marie Brédot. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes notaire associé dans une étude à Guyancourt. Nous reviendrons avec vous sur cette loi et la position des notaires vis-à-vis de ces réformes. Mais avant cela, je vous propose de passer en revue l'actualité de la semaine. Je vous le disais en titre, cette semaine, le groupe international Safran a inauguré son nouveau pôle de recherche et technologie à Châteaufort. Safrantech, c'est le nom de ce site. Il accueillera notamment 300 chercheurs et ingénieurs d'ici 2017. Il réunit les pôles innovation et recherche du groupe et le rapproche surtout du site stratégique qu'est le plateau de Paris-Saclay. Sur place, Yolène Thorez et Patrick Jacques de Dixmude. Ce matin, peu après 11 h, Geneviève Fioraso fait son arrivée sur ce nouveau site de Paris-Saclay, et pas des moindres. Il s'agit en effet de Safrantech, le nouveau centre de recherche et technologie du groupe Safran. En compagnie du PDG et du directeur du centre, la secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche a inauguré le site. Votre investissement en recherche et en développement, qui s'élève à 12% de votre chiffre d'affaires, est un exemple pour l'ensemble des industries françaises. Suite au discours, place à la visite guidée du site. Un site qui appartenait à un opérateur de télécom il y a encore plus de 5 ans et qui a ensuite été fermé pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il renaît enfin. 1000 personnes y travaillent déjà. Elles devraient être 1500 fin 2016. Dans le groupe Safran, on fait de l'aéronautique, on fait des systèmes pour la défense et puis on fait aussi des systèmes pour la sécurité. Donc dans ce centre, on va travailler sur l'ensemble des technologies qui servent à tous ces métiers. L'implantation du nouveau site sur le territoire de Paris-Saclay n'est pas due au hasard, mais bel et bien choisie pour des critères stratégiques et bien précis. On a besoin d'avoir à proximité ce qu'on appelle un cluster d'universités, de centres de recherche, de collègues de l'industrie qui ont aussi leur centre de recherche. Donc il y a vraiment, on va être dans le pôle scientifique et de recherche industrielle le plus important en France et un pôle de rayonnement mondial. Donc c'est ça qu'on cherche ici. En fait, on est persuadé que l'innovation nécessite qu'on s'ouvre sur l'extérieur. Une ouverture sur l'extérieur félicitée par la secrétaire d'État qui en profite aussi pour rappeler l'importance de l'innovation en matière d'emploi et de compétitivité. Safran a embauché au cours de ces 4 dernières années 11 000 salariés, dont 5 000 en France. Ça montre que l'innovation, c'est bien le levier essentiel pour faire croître les entreprises, les rendre plus compétitives en France, mais immédiatement à l'export, et créer des emplois. L'investissement global pour ce nouveau site représente près de 60 millions d'euros et s'élèvera à plus de 80 millions d'euros d'ici 2018. Cette semaine, le premier chantier d'insertion a été inauguré à Trappes. C'est le premier chantier d'insertion du département dans les Yvelines. Il s'est déroulé au square Louis Pergaud. Il concernait plusieurs immeubles, notamment le rafraîchissement des peintures. C'est un partenariat qui s'est noué entre le groupe immobilier 3F et l'association Bleu Oxygène Développement. Le principe, 10 personnes ont été recrutées pour réaliser les travaux afin de retrouver le chemin de l'emploi et acquérir une formation. Le chantier a duré 1 an, il a coûté 300 000 euros. Sur cette année, cela a permis à l'association de former et de rapprocher de l'emploi 10 personnes retenues pour ce projet. Écoutez ces précisions au micro d'Élodie Moine. Du point de vue financier, le bilan si on devait le comparer à un travail classique, n'est pas favorable pour l'entreprise 3F. Mais il ne s'agissait pas là de faire un travail de rentabilité. Il s'agissait d'engager un projet. On a été contacté par le bailleur I3F pour participer à la réhabilitation d'une partie des cages d'escalier du patrimoine Square Pergaud à Trappes. Et donc on a utilisé cette situation de chantier pour permettre aux salariés en insertion de développer des compétences dans les métiers du second œuvre et plus particulièrement de la peinture. Et à la suite du chantier qui s'est étalé sur une période d'1 an, de préparer le titre professionnel peintre en bâtiment. Et si on doit faire un petit bilan, on en est tout à fait satisfait.
Les mondiaux sur piste de cyclisme débutent le 18 février à Saint-Quentin. S'il est un peu trop pour commenter les exploits français, on peut parler déjà de la très bonne opération du Vélodrome. Déjà presque toutes les places ont été achetées, ce qui fait près de 25 000 places vendues. Je rappelle que le prix des places s'échelonne entre 20 et 80 euros. C'est un événement de taille pour l'agglomération et ce n'est pas les seules conséquences économiques attendues. Si vous n'avez pas encore acheté vos places, sachez qu'il y en aura quand même quelques-unes à vendre chaque jour pendant les mondiaux au guichet du Vélodrome. Et on délaisse les vélos pour passer aux voitures. Les Autolib arrivent dans le département. C'est une première dans les Yvelines. Dès le mois d'avril, le service de location de véhicules électriques sera mis en place au Chesnay. 5 stations de 6 places avec bornes de rechargement seront installées sur différentes zones d'activité du Chesnay, en particulier le centre commercial Parly 2. Chacune coûtera à la ville environ 50 000 euros, mais l'investissement devrait être amorti d'ici 15 ans, selon le maire. Une seconde commune devrait également être équipée en juillet, c'est Vélizyville à Coublet. 5 stations de 6 places là aussi seront implantées dans la ville. Les travaux devraient commencer très prochainement. Je vous propose maintenant de passer à notre entretien de la semaine. La loi Macron est examinée depuis lundi par l'Assemblée nationale. Cette loi a fait beaucoup parler d'elle, notamment à propos du travail du dimanche, du problème des transports, mais aussi des professions réglementées. Les notaires se sont beaucoup mobilisés et continuent à le faire. Ils dénoncent un drame social à venir dans leur profession à cause de ces réglementations et cette nouvelle loi. Nous allons en parler en plateau avec Marie Bridou qui est notaire et qui était avec nous. Mais avant cela, je vous propose de regarder un reportage de Mélanie Poquet qui revient sur les craintes des notaires français et yvelinois. 255, c'est le nombre d'emplois menacés dans les Yvelines par la loi Macron. C'est du moins ce qu'estiment les notaires. La réforme sur les professions réglementées vise notamment les tarifs pour introduire plus de concurrence. Par exemple, pour une vente immobilière, quand on parle des frais de notaire qui représentent approximativement 7% des frais, eh bien, il y a un peu plus de 5% qui reviennent à l'État. Le notaire ayant, quant à lui, partagé avec l'autre notaire un émolument, un honoraire, qui est de l'ordre d'un petit peu moins 1% des honoraires. Or, aujourd'hui, le projet de loi Macron, et qui est d'ailleurs aidé en cela par le rapport qui a été établi par l'autorité de la concurrence, veut remettre complètement en cause cette rémunération, de sorte que nous n'aurons plus les moyens demain d'exercer notre métier comme il se doit. Un quart des études notariales seraient rapidement en cessation de paiement. Pour appuyer leurs propos, les professionnels prennent exemple d'une réforme identique appliquée aux Pays-Bas. Depuis 1999, 37% des emplois auraient disparu. Les tarifs, eux, auraient augmenté de plus de 10% dans les transactions immobilières, de 97% pour les testaments et 60% pour les contrats de mariage. La loi Macron veut aussi instituer la liberté d'installation, et sur ce plan, certains experts y sont favorables. Les charges notariales, si j'ai bien compris, sont relativement fermées. Souvent, on devient notaire de père en fils. Je pense que cette tradition de transmission comme ça d'un outil de travail, surtout lorsqu'il s'agit d'une charge notariale, donc une sorte de privilège concédé par l'État. Le principe même d'une transmission familiale, le plus souvent, me gêne un peu. Je ne vois pas pourquoi des gens d'origine beaucoup plus modeste ou des clercs de notaire qui ont du talent ne pourraient pas postuler et accéder à ce métier. La loi est examinée à l'Assemblée nationale depuis le lundi 26 janvier. Les notaires, eux, ne baissent pas les bras et envisagent d'autres manifestations. Alors nous sommes avec Marie Bridou en plateau. Vous êtes notaire dans une étude depuis 1 an et demi. Vous êtes notaire associé depuis 1 an et demi dans cette étude. Vous exercez à Billancourt dans un cabinet de 16 salariés. Alors on l'a un petit peu vu dans le reportage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer assez clairement les revendications des notaires par rapport à cette loi Macron? On n'a pas de revendication, on est juste très inquiet du contenu du projet de loi et donc du coup très en colère parce qu'il aurait des impacts très importants. Ce projet de loi, il prévoit plusieurs choses. Il prévoit premièrement une liberté d'installation des notaires. On veut faire croire qu'il est facile de devenir notaire et de s'installer notaire comme ça. Est-ce que c'est compliqué de s'installer en tant que notaire pour les gens qui ne savent pas comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? C'est compliqué, oui, bien sûr que c'est compliqué, mais je suis l'exemple du fait qu'on peut y arriver. J'ai pas de parents notaires, ni de grands-parents, donc quand on veut, on y arrive. Maintenant, c'est pas facile, mais comme dans plein d'autres professions. On pense dans le notariat qu'il n'y a pas assez de notaires,
c'est une évidence. Le Conseil supérieur du notariat a proposé que 1000 notaires puissent s'installer dans les 5 prochaines années. Je pense que c'est tout à fait raisonnable. Ça permettrait à beaucoup de gens de s'installer dans des conditions sereines, parce que le projet de loi, ce qu'il propose, c'est une liberté d'installation, avec derrière des possibilités d'indemnisation des notaires déjà en place par les nouveaux installés. Donc j'ai du mal à comprendre comment... Mais ce qui est notamment très important dans cette réforme, c'est notamment la baisse des tarifs. C'est ce qu'on nous Ça, propose, c'est ce qu'on met en avant. Ça, c'est un deuxième aspect qui est le coup de massue total, puisqu'il y a plusieurs choses. Il y a des actes qui seraient des tarifs fixes alors qu'ils étaient proportionnels au jour d'aujourd'hui. Il y a des actes dans lesquels on propose un corridor tarifaire. C'est un véritable corridor de la mort pour nous. Alors on voit de tout, parce qu'il y a des amendements un jour qui sont retirés le lendemain, d'autres qui apparaissent le jour suivant. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire. Mais le corridor, il pourrait aller, dans certains cas, de plus à moins 30%. Donc ce qui veut dire qu'on serait obligé de s'aligner sur les moins 30% et les actes ne sont pas viables. On ne fait pas des marges à 30%. Mais cette nouvelle grille tarifaire dont il est question là, Macron, donc, elle propose de pas de fixer des prix précis, vous l'avez dit, mais une fourchette de prix. Sur certains actes. Sur certains actes, pas sur tous. Cela obligerait quand même les notaires à baisser leurs tarifs. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Parce que c'est vrai que depuis ces tarifs ont été fixés il y a très longtemps. Ils ont été révisés en partie il n'y a pas si longtemps que ça. Ce qui est aussi très important de savoir, c'est que la chancellerie était en train de négocier avec le Conseil supérieur du notariat il y a un peu plus d'un an une remise à plat des tarifs. Donc, M. Macron a coupé l'herbe sous le pied de la chancellerie et a voulu tout reprendre à son compte. On ne peut pas nier qu'aujourd'hui, les actes de notariat, payer un notaire lorsqu'il devient un acte immobilier, ça revient quand même très cher. Vous comprenez quand même qu'on demande... Non, pas pour nous. Non. Pas sur tous les... Pas pour nous. Pas sur tous, c'est du tout. Un acte de vente, les frais d'acte sont grosso modo de 7%, voire 7,5%. Pour le notaire, il y a 0,825% hors taxe, qu'il y ait un ou deux notaires. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le vendeur peut avoir son notaire, l'acquéreur son notaire, et les notaires gagnent la même chose. 0,825%, c'est qu'il y ait un ou deux notaires. Donc il y a une liberté importante pour l'acheteur. Et 0,825% hors taxe, non, sur des petits actes, on perd de l'argent. Sur des contrats importants sur l'immobilier, là, l'immobilier, les prix se sont envolés les 2 dernières décennies. Ouais. Du coup, forcément, ça vous a impacté aussi d'une façon bénéfique. Les prix se sont envolés, sauf qu'ils ont rechuté ces derniers temps. Ouais, et il faut savoir qu'on a eu une inflation de lois, dont la dernière en date, la loi Allure, qui nous impose un travail supplémentaire colossal. Depuis mars 2014, on a eu beaucoup plus de travail sur les ventes. Une vente d'un appartement, ça représente 26 heures de travail. Puisque avant, on n'avait pas fait les calculs. Au jour d'aujourd'hui, on a été un petit peu obligé. On est un peu sur la défensive. Une vente d'un appartement, c'est 26 heures de travail avec le travail qu'il y a à faire sur la copropriété. Une vente d'une maison, c'est 22 heures de travail. Donc, reprenez sur les prix moyens, sur la ville nouvelle notamment. Non, on va pas. Aujourd'hui, on ne demande pas à ce qu'on pleure sur notre sort. On gagne correctement notre vie, mais on n'a pas de marge de manœuvre si importante que ça, puisque nos études, on les achète. Les prix de vente, ils ont été validés par la chancellerie. La plupart des notaires sont endettés sur de longues périodes, et donc on n'a pas une si grosse marge de manœuvre que ça. Vous comprenez cette loi dans le sens où il faut quand même lisser les tarifs à un moment, parce que les Français ne peuvent pas... Réviser les tarifs. On était d'accord, mais en concertation, et pas en concertation avec le ministère de l'économie. C'est pas notre ministre de tutelle. C'est justement la chancellerie qui est censée... Ils n'y connaissent pas grand-chose au métier de notaire. Ils n'y connaissent rien du tout. Donc on est inquiet et on est en colère parce que on est montré du doigt depuis le mois de septembre. Il y a une politique de désinformation mais monumentale à notre encontre. Ils disent tout et n'importe quoi. Donc maintenant, il faut qu'on en arrive à essayer d'être un peu plus Je voudrais revenir justement sur les démonstrations. Il y en a eu une première donc, le 17 septembre, où là, vous êtes allé manifester donc, Place de la République à Paris. Donc, il y avait un gros rassemblement. Il y a près de 20 000, entre 18 et 20 000 personnes. 50 000. 50 000. Moi, j'ai les chiffres de la police qui parlent de 20 000 personnes. On n'est jamais d'accord. Voilà, qui sont beaucoup mobilisées. Il y en a une autre mobilisation donc, le 10 décembre, là où c'était en concertation avec les avocats, les mandataires judiciaires, les commissaires-priseurs. Vous êtes vraiment mobilisés là-dessus.
du point de vue des Français, certains ont l'impression qu'en fait, vous essayez simplement de défendre vos acquis. Ils ne comprennent pas trop ça parce qu'on n'avait jamais vu les notaires se mobiliser avant autant sur un sujet comme celui-ci. Alors, il y a une chose importante, c'est que on disait 20 000, on n'est pas 20 000 notaires, hein, on est 9 600. On a 48 000 salariés dans le notariat et les salariés sont aussi, voire plus mobilisés que les notaires parce qu'ils ont très peur. Ils ont très peur pour leurs emplois. Et je suis la première en tant que chef d'entreprise à avoir très peur pour mes emplois, pour les emplois que je suis censée défendre. Et les salariés, puisque vous dites les notaires, il n'y a pas que les notaires, il y a les salariés. Les salariés, ils ont monté une association, parmi d'autres, la SPN, l'Association pour la sauvegarde et la promotion du notariat. Et ça, ce sont des salariés, dont des salariés diplômés notaires. Les salariés du notariat vont être plus impactés que les notaires, que c'est sur eux que ça va retomber, cette loi-là ? Au jour d'aujourd'hui, c'est certain. C'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Mais vous, par exemple, si cette loi passe, vous devrez vous séparer de certaines personnes dans votre cabinet ? Dans l'État, oui. Et de combien l'impact ? Est-ce que vous pouvez me dire un peu concrètement 30% de personnes, ça va vous impacter ? 4-5 personnes. D'accord, ok. Donc au jour d'aujourd'hui, je veux dire, pour moi, c'est inenvisageable. C'est inenvisageable. Très bien, c'est vrai que ça fait un nombre assez important. C'est colossal. Mais qu'est-ce que, du coup, vous attendez de la loi ? Est-ce que vous pouvez penser à des pourparlers, entre guillemets, avec la loi Macron ? Mais on ne demande que ça. On ne demande que ça. Mais pour l'instant, on a porte close. Il y a un vrai problème de communication. On n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils nous en veulent à ce point. Pourquoi ? Vraiment. Eh bien, écoutez, de toute façon, je pense que la loi n'est pas encore votée. On reviendra dessus parce que quand elle sera évidemment votée et adoptée peut-être par l'Assemblée. En tout cas, merci Marie-Brigitte d'être venue sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Je vous propose maintenant de passer aux chiffres de la semaine. « 6,3%, c'est l'augmentation du taux de chômage dans les Yvelines par rapport à l'année dernière. Les chiffres du chômage du mois de décembre ont été communiqués cette semaine. Entre le mois de novembre et le mois de décembre 2014, le chômage a augmenté de 0,8% dans les Yvelines. On compte aujourd'hui 87 170 demandeurs d'emploi dans les Yvelines. Ils étaient 81 970 l'année dernière à la même période, ce qui fait pour un peu plus de 5 000 personnes en plus recensées par Pôle emploi. En Ile-de-France, ce chiffre est en hausse de 6,5% sur un an, avec plus de 920 000 personnes en situation de demandeurs d'emploi. Je vous propose maintenant de passer à notre partie magazine avec le métier de la semaine. Il est chargé de défendre et de promouvoir la lecture et au-delà de la culture, plus qu'un simple commerçant, le libraire fait le lien entre les auteurs et les lecteurs. Nous avons rencontré quelques-uns de ces passeurs de textes qui ont accepté de nous parler de leur métier, des images signées Élodie Moine. Des petits mots pour plonger dans de grandes lectures, des fiches comme des billets d'humeur, des coups de cœur derrière lesquels se cache le travail du libraire. On fait déjà une fiche quand on a bien aimé le livre. Et voilà. Alors, on n'essaie pas de faire un résumé, parce que le résumé, il est déjà sur la 4e de couverture, donc ça n'a aucun intérêt. C'est d'essayer d'avoir des mots un petit peu accrocheurs pour que le client ait envie de l'acheter. Dans cette librairie de Montigny-le-Bretonneux, ils sont 14 à lire chaque semaine au minimum 3 livres. Promouvoir les auteurs, mais aussi conseiller et aider les lecteurs perdus, c'est ce que fait Dominique depuis près de 20 ans. Moi, je trouve que la grosse évolution qu'il y a eu depuis 20 ans, c'est que les gens ne veulent pas se tromper. C'est-à-dire, le conseil est devenu vraiment très important. Chaque semaine, les librairies reçoivent près de 30 nouveaux titres. Il faut gérer les stocks, organiser les rayons. La passion des lettres est essentielle comme le sens du contact, car la librairie reste avant tout un commerce. Pour faire ce métier, moi je dirais qu'il faut aimer les gens. Aimer les accueillir, aimer parler avec eux. Je crois que les gens attendent aussi ça dans un commerce, et particulièrement en librairie, de partager les lectures, et c'est très important. Moi je pense que si on n'aime pas les gens, il ne faut pas faire ce métier. Une profession qui demande beaucoup de curiosité et un certain bagage culturel. Il faut au minimum 3 ans d'études pour devenir libraire. Il y a plusieurs filières. Il y a l'INFL qui est l'Institut de formation des libraires, qui est à Vincennes et qui prépare en 2 ans un brevet de libraire. Il y a aussi des DUT métier du livre. Il y en a une à Saint-Cloud et qui prépare soit au métier de l'édition, soit au métier de libraire. Et après, les gens rentrent soit en apprentissage, font 3 semaines d'apprentissage en magasin et 1 semaine de cours.
Mais c'est la meilleure façon de rentrer de plein pied dans le livre. Les deux périodes cruciales pour les librairies sont le mois de septembre et le mois de janvier, avec les nombreux prix distribués aux auteurs. Lors de ces rentrées littéraires, environ 600 romans sont édités, bien qu'avec la crise, ce nombre tend à diminuer. En 2013, près de 440 millions d'exemplaires ont été vendus, un nombre en baisse de 2,1% par rapport à 2012. La rentabilité de la librairie, c'est la rentabilité la plus basse dans le commerce, puisque nous sommes tenus par le prix du livre imposé par les éditeurs. Et nous vivons de la remise que nous font les éditeurs, c'est-à-dire environ 35%. Avec près de 3000 professionnels, la France a l'un des réseaux de librairies indépendantes les plus denses au monde. Malgré la concurrence d'Internet, la librairie française reste le premier lieu d'achat du livre en 2013. L'entreprise de la semaine n'imprime pas des livres, mais toutes sortes d'objets. Restez avec nous pour découvrir l'impression 3D. L'impression 3D, vous en avez beaucoup entendu parler. Cette technologie futuriste permet de réaliser de plus en plus d'objets, des voitures jusqu'aux immeubles. Il existe encore peu d'entreprises en France sur ce secteur. L'une d'elles est dans les Yvelines, à Bailly, 3D Moniac. Nous avons rencontré son fondateur. Il imprime des objets et vend également ses imprimantes un peu spéciales. Et vous allez le voir avec ces images de Patrick Jacques de Dixmude, c'est assez impressionnant. Sous vos yeux, l'impression en 3 dimensions. À partir d'un dessin sur ordinateur naît un objet, c'est le principe de l'imprimante 3D. Ici, vous avez des exemples de choses imprimées en 3D. Donc on a ici un maillage qui a été imprimé en une seule fois. Des petits objets souples ou durs, tout dépend de la matière utilisée. Parmi elles, du plastique mélangé à du grès ou encore du polychrome. C'est du polyamide et en fait c'est fait à partir d'amidon de maïs. Donc c'est 100% recyclable et 100% biodégradable. Chacune ont leur particularité. Là en fait c'est du bois. C'est un mélange de plastique et de sueur de bois. Donc ça c'est marrant à imprimer parce que quand on imprime, on a l'impression de faire des trous avec une perceuse dans du bois. On a l'odeur du bois brûlé. À la base, un dessin en 3 dimensions fait sur logiciel, puis il ne reste plus qu'à imprimer. Ici la tête d'impression, c'est cette toute petite chose qui chauffe le plastique pour l'amener à une température où il va fondre. On démarre et quand il aura atteint la bonne température, la pièce va commencer à s'imprimer. Éric Létévé travaille dans l'impression depuis une vingtaine d'années quand il décide en avril dernier de se reconvertir dans l'impression 3D. Ancien photograveur et reprographeur, selon lui, ce type de produit est encore trop méconnu, mais à terme, il pourrait offrir une alternative à la fabrication. Pour produire en série, généralement dans la plasturgie, on fait des moules. Et les moules coûtent relativement cher. Quand on a besoin de faire des pré-séries où on va faire 50 exemplaires, 100 exemplaires, le plus simple, c'est effectivement de passer par l'impression 3D, où là, on va pouvoir directement fabriquer les pièces. En 30 minutes, Éric imprime ce décapsuleur, prix de revient à peine 25 centimes. En plus d'imprimer des commandes spécifiques, il vend ses imprimantes fabriquées en France. Le kit est vendu à 629 € et 699 € pour la machine montée. Ces machines sont parmi les moins chères du secteur. Les prix de certaines imprimantes professionnelles peuvent monter jusqu'à 20 000 €. Pour l'instant, c'est encore un marché de niche. Pour l'instant, on s'oriente plus sur des réseaux de bricoleurs, sur des gens qui font des jeux de figurines ou des choses comme ça, qui vont effectivement voir l'utilité d'avoir une imprimante 3D pour fabriquer, pour un bricoleur, pour fabriquer des pièces qu'il ne trouvera jamais dans le commerce. Depuis son ouverture, Éric constate un engouement grandissant pour ces machines. Il y a moins d'1 an, il existait une dizaine d'entreprises commercialisant des imprimantes 3D. Aujourd'hui, elles sont plus de 50 en France. Pourtant, les particuliers osent encore peu se lancer, mais ce n'est, selon Éric, qu'une question de temps. Aujourd'hui, tout le monde a au moins une imprimante papier chez lui. Dans 5-10 ans, tout le monde aura une imprimante 3D chez lui. En France, 100 000 imprimantes 3D ont été vendues en 2014. Selon l'Institut de recherche américaine Gartner, ce chiffre devrait doubler en 2015. Il est maintenant temps de passer à l'agenda. La semaine prochaine, c'est la 19e semaine de l'emploi à Saint-Quentin, en Yvelines. Elle se déroule du 6 au 14 février et regroupe de nombreux événements comme des rencontres, des ateliers, des réunions d'information et notamment le forum de la formation au métier destiné aux jeunes qui a lieu au pavillon Waldeck-Rousseau le 6 et 7 février.
Mais avant cela, 2 rendez-vous pour se préparer justement à cette semaine de l'emploi. Le 3 février, la Cité des métiers organise un atelier de préparation sur le thème Convaincre en 2 minutes. Il se déroule dans l'après-midi de 14h à 16h et est ouvert à tous. Enfin, le lendemain, le mercredi 4, il y aura un atelier numérique d'aide à l'emploi à 17h30 à la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux. La semaine de l'emploi, nous aurons l'occasion de vous en reparler dans notre prochaine émission, donc de la semaine prochaine. C'est la fin maintenant de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, en février, pour un prochain numéro de Fil Éco. Très bonne soirée.